tu es un fardeau, a ricané mon frère Thibaut en s'emparant de ma chambre comme si je n'étais rien. Personne ne veut de toi ici de toute façon, a ajouté sa femme Léa. Alors, j'ai cessé d'être accommodante. J'ai cessé d'être silencieuse. J'ai cessé d'être polie. Et leur vie parfaite s'est effondrée. Ma valise n'a pas fini dans le couloir par accident. Mon frère l'a traînée dehors, l'a cognée contre le cadre de la porte et l'a laissée tomber lourdement sur le plancher en chaîne comme si je déménageais et que je n'avais pas encore reçu le message. Puis, il s'est appuyé contre l'encadrement de la porte de ma chambre, m'a dévisagé de haut en bas et l'a dit si naturellement que cela semblait presque répété. Tu es un fardeau. Personne ne veut de toi ici de toute façon. Sa femme se tenait un pas derrière lui, les bras croisés, inspectant mes murs et mon lit comme si elle était déjà en train de décorer dans sa tête. C'était la chambre dans laquelle j'avais séjourné quand j'étais enfant. La chambre dans laquelle j'étais revenu m'installer il y a 9 mois, lorsque maman a failli mourir dans cet accident sur la nationale. La chambre où je glissais des appels professionnels entre les analgésiques et les alarmes de kinésithérapie. Pour eux, ce n'était que de la surface habitable. Je m'appelle Camille, j'ai 29 ans. Et depuis près d'1 an, c'est moi qui me réveille quand maman crie à 2 heures du matin, celle qui assure le suivi de ses rendez-vous, celle qui cuisine tout ce qu'elle peut avaler les mauvais jours. Je travaille sur mon ordinateur portable au petit bureau près de la fenêtre, je paie mes propres factures, et pourtant, j'ai fini par être marqué du mot fardeau comme un colis de retour. Mon frère a poussé ma valise du pied, la rapprochant des escaliers. Tu sauras bien te débrouiller, a-t-il dit. Nous avons réellement besoin de cet espace. Il y a quelques années, je me serais excusé juste pour maintenir la paix. Je me serais glissé dans la chambre d'amis, j'aurais souri malgré l'insulte, je me serais dit que la famille passe en premier et que mes sentiments pouvaient attendre. Mais en me tenant là, dans l'encadrement de la porte de la chambre qu'il venait de me prendre, quelque chose a changé. Ce fut le moment où j'ai cessé d'être accommodante, cessé d'être silencieuse, cessé d'être polie. J'ai saisi la poignée de ma valise et je l'ai fait rouler devant lui sans un mot. Mais je ne m'enfuyais pas. Si vous avez déjà été traité comme un bagage supplémentaire dans votre propre famille, restez avec moi, car sortir de cette chambre était le premier geste d'une histoire qui allait mettre en pièces la petite vie parfaite qu'il pensait avoir construite. Avec le recul, ce moment dans le couloir n'est pas arrivé de nulle part. C'était simplement la première fois que mon frère cessait de faire semblant. Des semaines avant cela, Thibaut et sa femme, Léa, venaient de plus en plus souvent chez mes parents, toujours avec une excuse qui semblait douce en apparence. Ils arrivaient avec des plats à emporter d'une brasserie lyonnaise appréciée de ma mère, du café pour moi, ou un sac de courses qu'ils prétendaient avoir acheté en promotion. Au début, j'étais reconnaissante. C'était agréable de ne pas être la seule à se soucier du dîner ou à surveiller l'horloge pour les heures de prise de médicaments. Mais pendant que maman mangeait lentement à table et que papa parlait de son travail, je commençais à remarquer où se posait réellement le regard de Thibaut. Il ramassait la pile de courriers sur le comptoir et la feuilletait, s'attardant un peu trop longtemps sur les enveloppes de la banque et de la mutuelle. Léa errait dans le couloir et jetait un coup d'œil dans l'armoire de la salle de bain, faisant des commentaires désinvoltes du genre « Waouh, ces ordonnances doivent coûter une fortune maintenant » ou « Heureusement que vous avez une bonne couverture, n'est-ce pas ?» Alors que nous étions seuls dans la cuisine, Léa s'est appuyée contre le comptoir un après-midi, me regardant rincer la vaisselle. « Ce doit être agréable, a-t-elle dit, de vivre ici sans payer de loyer. Tu dois économiser tellement d'argent alors que tout le monde dehors est en train de ramer. » Je lui ai dit que je payais mes propres factures, que la majeure partie de mon salaire allait à mes crédits étudiants et aux thérapies supplémentaires de maman que la sécurité sociale ne couvrait pas entièrement. Elle a juste affiché ce sourire crispé d'influenceuse. Bien sûr, mais tout de même. Avoir un filet de sécurité comme celui-ci. Certaines personnes tueraient pour cela, tu sais. Thibaut s'est joint à elle avec ses propres petites piques quand papa était hors de portée de voix. Tu as presque 30 ans, Cam, a-t-il dit plus d'une fois. À un moment donné, tu dois voler de tes propres ailes. Je voulais hurler que j'étais debout, que je courais, que je faisais tout pour cette famille pendant qu'il publiait des photos depuis des bars en rooftop à Lyon, mais je me suis tue parce que maman était dans la pièce d'à côté. Et la dernière chose dont elle avait besoin était d'entendre ses enfants se disputer. Le jour où tout a éclaté a commencé assez normalement. J'étais dans le salon avec maman, l'aidant à faire ses exercices de kinésithérapie, comptant à voix basse pendant qu'elle essayait de lever sa jambe sur la marche. Son visage était crispé par la douleur, la sueur perlait à la racine de ses cheveux,
et je gardai une voix douce comme le thérapeute me l'avait appris. Tu te débrouilles très bien, maman. Encore quelques répétitions. Nous pouvons arrêter quand tu veux. La porte d'entrée s'est ouverte et la voix de Thibaut a retenti, forte et joyeuse. Nous avons apporté le déjeuner. Léa le suivait, tenant en équilibre des sacs en papier qui sentaient bon, parlant d'un trafic fou sur l'autoroute. Ils ont à peine regardé maman qui luttait sur son bloc de mousse. Dès qu'elle a fini une série et s'est laissée retomber sur les coussins du canapé, Thibaut a posé les sacs sur la table basse et a dit « Nous devons parler ». Son ton était différent, plat, comme lors d'une réunion de travail. Il s'est assis en face de nous. Léa s'est perchée sur la coudoir du fauteuil à côté de lui et ils ont commencé à expliquer que leur appartement en centre-ville ne leur convenait plus. Le stationnement était un cauchemar. Les voisins étaient bruyants et, avec tout ce qui se passait avec maman, il était tout simplement logique de revenir s'installer ici pendant un certain temps pour aider. Cela semblait généreux jusqu'à ce que l'on écoute attentivement. Thibaut n'arrêtait pas de dire des choses comme « Avec nos horaires, nous pouvons mieux gérer ses soins, et nous pouvons te décharger de beaucoup de choses, Cam, si tu nous laisses faire. » Ensuite, Léa a jeté un coup d'œil vers le couloir, en direction de ma chambre. « Surtout si nous utilisons l'espace qui est réellement le plus logique, a-t-elle ajouté. Être proche de la chambre de Catherine permettrait de veiller plus facilement sur elle la nuit. Maman semblait confuse. « Mais c'est la chambre de Camille, a-t-elle dit, comme si elle ne pouvait sincèrement pas imaginer l'un de nous la lui prendre. » Thibaut a haussé les épaules. « Oui, pour l'instant. Mais Cam travaille sur un ordinateur portable. Elle peut s'installer dans la plus petite chambre ou même trouver un studio à proximité une fois qu'elle sera autonome. Ce n'est pas comme si elle prévoyait de vivre ici éternellement, n'est-ce pas? » Il m'a lancé un regard qui me défiait de le contredire. J'ai senti ma gorge brûler. Je leur ai dit que je m'en sortais très bien, que la routine de maman fonctionnait, et que déplacer tout le monde ne ferait que créer plus de stress. C'est à ce moment-là que son masque est tombé. « Tu es un fardeau, Camille, a-t-il dit. Plus doucement cette fois, mais de manière plus tranchante, comme un couteau posé sur la table. Tu n'es pas l'héroïne ici. Tu es juste dans le chemin. » Léa a hoché la tête, le regard froid. « Personne ne veut réellement que tu restes coincé ici, a-t-elle dit. Ils ne savent juste pas comment le dire. Ils ont continué à parler sans me laisser la parole, discutant de ma chambre comme si j'avais déjà donné mon accord, comme si j'étais un meuble à réaffecter. Maman regardait ses mains, et je pouvais voir des larmes perler au coin de ses yeux, ne sachant pas qui défendre sans s'effondrer. J'ai ravalé tout ce que je voulais crier et je les ai simplement observés. Je les ai vraiment observés. La façon dont leurs yeux dérivaient sans cesse vers le couloir, vers l'espace qu'ils avaient déjà décidé être le leur. À ce moment-là, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'aider. Il s'agissait de prendre. Et j'étais simplement la première chose qu'ils prévoyaient d'écarter. Je ne me suis pas disputé avec eux ce jour-là. C'est la partie qui a semblé troubler tout le monde plus tard. On pourrait penser que je crierais, que je claquerais une porte ou que je leur jetterais leur nourriture grasse au visage. But instead, j'ai fini d'aider maman avec ses étirements, j'ai rangé le salon et je suis retourné dans la chambre qu'ils avaient déjà décidé de ne plus me laisser. J'ai fermé la porte doucement, je me suis assise sur le bord du lit et je me suis autorisé à ressentir cette brûlure dans ma poitrine pendant exactement 30 secondes. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable. S'ils me voulaient hors de leur chemin à ce point, j'allais leur donner exactement ce qu'ils demandaient, mais pas de la manière qu'ils imaginaient. J'ai ouvert une application et j'ai commencé à chercher une location à court terme à proximité, un endroit assez proche pour que je puisse revenir rapidement à la maison si maman avait besoin de moi. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver un petit souplex à 10 minutes de là. Rien de luxueux, juste un endroit avec un lit, un bureau et une connexion Wi-Fi correcte. Je l'ai réservé pour un mois. Quand je suis descendu avec ma valise prête, les yeux de maman se sont agrandis. « Camille, ma chérie, où vas-tu » a-t-elle chuchoté, sa voix étant déjà tremblante à cause de la dispute précédente. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai pris sa main. « Je ne t'abandonne pas, ai-je dit. Je donne simplement un peu d'espace à tout le monde. » J'ai rendu ma voix calme et assurée. Je lui ai dit que je pourrais toujours passer tous les jours, l'emmener à ses rendez-vous et l'aider pour sa thérapie. Je ne lui ai pas dit le reste de ce que je préparais, car la dernière chose dont elle avait besoin était d'avoir encore plus peur. Avant de partir,
j'ai demandé à papa si nous pouvions installer des caméras de sécurité dans la maison. Je l'ai présenté comme une mesure de sécurité, ce qui était le cas. Maman avait failli tomber dans la salle de bain la semaine précédente, et je savais qu'il s'inquiétait lorsqu'il était au travail. J'ai dit, si nous avions des caméras dans le salon et le couloir, tu pourrais prendre de ces nouvelles sur ton téléphone pendant ta pause déjeuner. Cela me rassurerait aussi quand je ne suis pas là. Il a hésité, puis a hoché la tête. Nous avions vu des publicités pour ces systèmes de maisons intelligentes 100 fois. Cela ne semblait pas suspect. Cela semblait moderne et responsable. Pendant que Thibaut et Léa sortaient acheter quelques affaires pour la chambre, j'ai installé de petites caméras dans les coins du salon, dans le couloir près de la chambre de maman et dans la cuisine. Je les ai synchronisées avec une application sur mon téléphone et sur celui de papa, en lui montrant comment il pouvait faire défiler les images. Il a même souri un peu, soulagé. C'est réellement une bonne idée, a-t-il dit. Je sais. J'ai gardé un visage neutre, comme s'il s'agissait simplement d'une tâche de plus sur ma longue liste. À l'étage, avec mon ordinateur portable posé sur un carton, je me suis connecté au compte bancaire en ligne de mes parents. Il y a quelques mois, Thibaut avait demandé à papa ses codes d'accès pour l'aider à mettre en place le prélèvement automatique des factures. À l'époque, cela avait semblé être un service rendu. Maintenant, avec ses commentaires sur ma prétendue vie sans loyer qui résonnaient encore à mes oreilles, cela ressemblait à un signal d'alarme. Je n'ai rien changé pour l'instant, mais j'ai activé toutes les alertes possibles, des messages pour les retraits importants, des courriels pour les nouveaux bénéficiaires, des notifications pour toute nouvelle demande de prêt ou de crédit liée à leur nom. Si la banque éternuait dans leur direction, mon téléphone vibrerait. Quand le dernier carton a été chargé dans ma voiture, Thibaut s'est appuyé contre l'encadrement de la porte de mon ancienne chambre, l'air suffisant. Sans rancune, a-t-il dit, comme s'il était celui qui me rendait service. Parfois, il faut faire des choix difficiles pour le bien de la famille, tu sais. Léa était à nouveau derrière lui, faisant défiler son téléphone, mesurant déjà la pièce du regard. J'ai juste souri un peu et j'ai dit, tu as raison. Pour le bien de la famille. Ensuite, je suis parti, non pas parce qu'ils avaient gagné, mais parce que j'avais besoin d'une chose plus importante que ma chambre d'enfant. J'avais besoin de distance. De distance pour observer. De distance pour écouter. De distance pour voir ce que mon frère et sa parfaite petite femme allaient faire une fois qu'ils penseraient que j'étais enfin hors de leur chemin. La première nuit dans le souplex a été trop calme. Aucun craquement à l'étage. Pas de maman m'appelant par mon nom. Pas de lave-vaisselle vrombissant dans la pièce d'à côté. Juste le faible ronronnement du mini-frigo et la lueur de mon ordinateur portable. J'ai ouvert l'application des caméras et j'ai regardé le salon de mes parents comme s'il s'agissait d'une émission de télévision dans laquelle je n'avais jamais voulu jouer. Au début, c'était des choses normales, maman endormie dans son fauteuil inclinable, la télévision allumée sur un jeu télévisé, papa faisant les 100 pas avec ses chaussures de travail encore aux pieds. Puis, la porte d'entrée s'est ouverte et Thibaut et Léa sont entrés, parlant bas et vite. Ils ne savaient pas encore que chaque mot était enregistré. Thibaut a jeté une pile d'enveloppes sur la table basse, tout le courrier que je l'avais vu subtiliser sur le comptoir. Léa a retiré ses chaussures et s'est dirigée directement vers mon ancienne chambre, déjà à moitié redécorée à son goût. J'ai monté le son. Cela ne va plus fonctionner très longtemps, a marmonné Thibaut en déchirant une lettre. J'ai vu le logo sur le coin, une banque que je ne reconnaissais pas. Avis de saisie immobilière, a-t-il dit, et mon estomac s'est noué. Ils vont réellement le prendre. Léa est revenue dans le champ de la caméra, son maquillage étant étalé comme si elle avait déjà pleuré aujourd'hui. Je croyais que tu avais dit que tu gérais la situation, a-t-elle lancé. J'ai mis la vidéo en pause et je suis revenu 3 secondes en arrière juste pour m'assurer d'avoir bien entendu. Gérer la situation, comme si perdre leur appartement lyonnais n'était qu'un petit problème d'emploi du temps. Thibaut a passé une main dans ses cheveux. J'ai perdu mon emploi, Léa. Ils ont supprimé la moitié du département. Je jongle avec les paiements minimums et les tickets de Paris depuis des mois. Les jeux étaient censés régler le problème, pas l'aggraver. Les paris. Le mot m'a frappé comme une seconde gifle. Ce n'était donc pas seulement l'appartement. C'étaient les sites de paris sportifs et de jeux en ligne qui dévoraient tout l'argent qu'il leur restait. Léa a commencé à faire les 100 pas. Nous ne pouvons pas retourner dans un appartement minable, a-t-elle dit. J'ai des contrats de parrainage.
Les gens attendent un certain style de vie. Personne ne suit une fille fauchée qui prépare des nouilles instantanées dans le noir. Elle a dit cela comme si c'était un sort pire que la faillite. Thibaut a brandi une autre enveloppe. Celle-ci est plus petite. Nous avons encore des options, a-t-il dit. Tes parents ont de la valeur nette sur la maison. Ils ont des économies. Si nous refinançons la maison, si nous prenons une ligne de crédit, nous pouvons nous remettre à jour et repartir de zéro. Tes parents, et non nos parents. C'est amusant de voir comment le langage change quand les gens commencent à lorgner sur le filet de sécurité de quelqu'un d'autre. Léa a hésité en se mordillant la lèvre. Ta sœur vérifie toujours ses relevés, a-t-elle dit. Elle va s'en rendre compte. C'est pour cela que j'avais besoin qu'elle parte, a répondu Thibaut. Cam pense qu'elle est la gardienne de cet endroit, mais elle est juste dans le chemin. Si nous arrivons à faire signer quelques papiers à Catherine, pour contracter un prêt à son nom, personne n'a besoin de le savoir jusqu'à ce que tout soit réglé. Puis il a dit la phrase qui a glacé tout mon corps. Nous avons déjà essayé une fois, tu te souviens? Il a tapoté son téléphone. Ils l'ont seulement rejeté à cause d'une bête erreur de correspondance. Nous réessaierons quand ton père sera de double service. Nous lui dirons que ce sont des papiers pour sa facturation de thérapie. Elle signe. Nous réglons le problème. Sur mon ordinateur portable, une autre fenêtre a clignoté, un courriel de la banque de mes parents. Nouvelle demande de crédit en attente de révision, demandée sous le nom de Catherine. J'ai cliqué dessus et j'ai vu l'horodatage. Cela correspondait à la nuit où j'avais été trop occupé à aider maman pour vérifier mon téléphone. La demande avait été bloquée pour l'instant, mais le fait qu'elle existe tout court a transformé ma colère en quelque chose de plus tranchant. J'ai laissé la vidéo continuer. Léa s'est laissée tomber sur le canapé et a enfoui son visage dans ses mains. Je ne t'ai pas épousé pour être fauchée, a-t-elle dit d'une voix étouffée. Thibaut a ri une fois, sans humour. Tu m'as épousé pour les photos, tu te souviens? Il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. Écoute, une fois que nous aurons l'argent, nous pourrons rembourser le plus urgent. La maison sera toujours à leur nom. Nous ne volons pas. Nous empruntons. Nous nous installerons ici, nous nous occuperons d'eux, et nous ferons en sorte que Camille ne revienne pas fourrer son nez dans nos affaires. Je les ai regardés parler de l'avenir de mes parents comme s'il s'agissait d'un simple tableau Excel à modifier, mon nom étant cité comme un obstacle et non comme une personne. Quand la vidéo s'est terminée, j'ai ouvert la page d'administration du routeur en utilisant le mot de passe que papa gardait scotché sur le côté de son classeur. La liste des appareils montrait des ordinateurs et des téléphones que je reconnaissais. Puis, un appareil supplémentaire, un nom générique comme UZPC03, s'était connecté à des heures inhabituelles. J'ai ouvert l'historique auquel je pouvais accéder et j'ai vu des visites sur des sites de prêt, des offres de cartes de crédit, des plateformes de jeux d'argent, le tout remontant au même utilisateur. Thibaut n'avait pas simplement fait un mauvais choix. Il creusait ce trou depuis des mois. Je me suis rassise en me frottant les yeux. Il ne s'agissait plus d'une petite querelle fraternelle. Il s'agissait de fraude. Il s'agissait d'abus de faiblesse, même si personne n'avait encore posé ce mot dessus. Sur le flux de la caméra, j'ai vu maman se traîner dans la cuisine avec son déambulateur le lendemain matin, Thibaut et Léa l'encadrant avec une inquiétude exagérée. Ils ont montré une pile de papier sur la table. Signe juste ici, maman, a dit Thibaut en lui frottant l'épaule. C'est pour ta couverture d'assurance. Cela rend la thérapie moins chère. Elle a plissé les yeux sur les pages, sa main planant au-dessus du stylo. Mon téléphone a vibré à nouveau avec une alerte de fraude. C'était assez. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai pris mes clés. Observer ne suffisait plus. Si j'attendais un jour de plus, une heure de plus, il pourrait obtenir exactement ce qu'il voulait grâce à sa signature tremblante. J'en avais fini d'être la personne effacée dans son coin. Il était temps de transformer ce que j'avais vu en quelque chose qui pourrait réellement les arrêter. Je me suis rendu directement à la banque avant même d'approcher de la maison. Mes mains tremblaient sur le volant, non pas de peur cette fois, mais parce que Thibaut était passé tout près d'obtenir exactement ce qu'il voulait. Sur le parking, j'ai pris une grande inspiration, j'ai affiché le courriel de l'alerte de fraude et je suis entré comme si je me rendais à un entretien que je refusais de rater. J'ai demandé à parler à quelqu'un du service de prévention des fraudes, pas seulement à un guichetier. Lorsqu'une femme en blazer bleu marine m'a conduite dans un petit bureau, j'ai tout exposé.
Pas le drame familial, juste les faits. Ma mère se remet d'un grave accident de voiture, ai-je dit. Elle a des troubles cognitifs lors de ses mauvais jours. Il y a eu une demande de crédit en son nom qu'elle n'a pas autorisée. Je lui ai montré le courriel, les eurodatages, les captures d'écran des tentatives de prêt dont Thibault avait parlé devant la caméra. Je n'ai pas précisé qu'il était mon frère avant qu'elle ne le demande. Le visage de la banquière s'est durci alors qu'elle parcourait le compte. Il y a eu plusieurs demandes sur une courte période, a-t-elle dit lentement. Certaines ont été bloquées par notre système, mais vous avez raison d'être inquiète. Je lui ai demandé de signaler chaque compte au nom de mes parents, de noter que tout nouveau prêt, ligne de crédit ou carte devait être vérifié directement avec eux deux, de préférence en personne, et non par un formulaire en ligne ou un appel téléphonique que quelqu'un d'autre pourrait organiser. Elle a ajouté des notes, activé des étapes de vérification supplémentaires et m'a remis une brochure sur l'exploitation financière des personnes âgées qui m'a retourné l'estomac. C'était comme si quelqu'un avait écrit une brochure sur exactement ce que Thibault essayait de faire. L'appel suivant que j'ai passé, depuis ma voiture sur ce même parking, était destiné à une association de défense contre la maltraitance des personnes âgées. La femme qui a répondu avait une voix calme et exercée. J'ai raconté l'histoire à nouveau, en incluant cette fois la partie familiale, les caméras, les signatures évitées de justesse. Elle a écouté sans m'interrompre, puis m'a dit que je faisais la bonne chose et que j'avais besoin d'un avocat spécialisé dans ce genre d'affaires. Elle m'a donné un numéro. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans un petit bureau au-dessus d'un café une heure plus tard, assise en face d'une avocate nommée Angélique Dubois. Elle avait la quarantaine, un regard vif, aucun sens du superflu, avec des diplômes prestigieux sur le mur derrière elle. « Dites-moi tout », a-t-elle dit, et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai montré des extraits des enregistrements des caméras, en m'en tenant aux passages les plus importants, les conversations sur l'utilisation du nom de ma mère, sur la façon de m'écarter. J'ai sorti les alertes bancaires, l'avis de saisie, les demandes de crédit, l'historique du routeur avec tous les sites de jeux d'argent mis en évidence. Angélique a pris des notes, hochant parfois la tête ou demandant une date précise. Quand j'ai eu fini, elle s'est adossée à sa chaise. Ce que votre frère et sa femme tentent de faire relève de l'abus de faiblesse et de l'exploitation financière, a-t-elle déclaré. Puisque votre mère se remet d'une blessure grave, cela pourrait être considéré comme de la maltraitance envers un adulte vulnérable. C'est grave. Ma poitrine me semblait oppressée, mais j'ai aussi ressenti un étrange sentiment de soulagement en entendant quelqu'un d'autre mettre des mots juridiques sur le chaos dans ma tête. Je lui ai demandé ce que nous pouvions faire avant que Thibault ne pousse maman à signer quelque chose d'irréversible. Elle a suggéré de demander une tutelle temporaire sur les finances de mes parents, non pas pour en prendre le contrôle éternellement, mais pour ériger un mur légal entre eux et tout nouveau document que Thibault pourrait essayer de leur soumettre en secret. Nous devions également faire un rapport officiel au service de protection des adultes et à la police locale. Non pas parce que je voulais voir mon frère me noter immédiatement, mais parce que les traces écrites sont essentielles quand des gens comme lui commencent à parler de malentendus. Nous avons passé l'heure suivante à rédiger des déclarations. Je lui ai envoyé des copies des vidéos, des courriels, des avis. Elle m'a expliqué que sans tutelle, mes parents conservaient le plein contrôle, mais qu'un juge pouvait m'accorder l'autorité sur les décisions financières s'il y avait suffisamment de preuves que quelqu'un essayait de les exploiter. Cela semblait extrême quand elle le disait à voix haute, moi, la cadette qui avait passé la majeure partie de sa vie à essayer de ne pas faire de vagues, demandant à un tribunal de me donner du pouvoir sur les mêmes personnes qui signaient autrefois mes autorisations de sortie scolaire. Mais ensuite, j'ai imaginé la main de maman planant au-dessus du stylo, son regard confiant, et la voix de Thibault lui disant qu'il ne s'agissait que de papiers d'assurance. Cette image a rendu la décision facile. Angélique a déposé la requête d'urgence par voie électronique et m'a dit que nous obtiendrions probablement une date d'audience d'ici quelques jours, et non des semaines, compte tenu de la situation. En attendant, a-t-elle dit, vous devez protéger vos parents autant que possible sans laisser deviner à votre frère que vous êtes en train de monter un dossier. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans une papeterie et j'ai acheté une nouvelle chemise cartonnée, du genre robuste avec des séparateurs. Preuve, ai-je écrit sur une note autocollante que j'ai plaquée sur le devant. Cela semblait dramatique, mais j'avais besoin d'un moyen de regrouper tout cela. Quand je suis entré dans la maison, l'air semblait différent, plus calme. La voiture de Thibault n'était pas là. Les talons préférés de Léa n'étaient pas près de la porte. Papa était à la table de la cuisine, les mains serrées autour d'une tasse de café froide depuis longtemps. « Où étais-tu » a-t-il demandé,
épuisé. Je me suis assise en face de lui. J'étais en train de régler quelque chose, ai-je dit. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et je lui ai demandé de regarder. Je ne lui ai pas montré chaque seconde hideuse de l'enregistrement, juste assez. Le passage où Thibaut parlait d'utiliser la valeur nette de la maison sans leur dire. Le passage où il parlait de faire signer à maman des documents de prêt. La phrase sur le besoin de m'écarter pour que je ne vois rien. Le visage de papa est passé de la confusion à l'incrédulité, puis à une sorte de rage sourde que je ne lui avais jamais connue. C'est mon fils, a-t-il chuchoté, mais c'était comme s'il se parlait à lui-même plutôt qu'à moi. Maman était dans son fauteuil, une couverture sur les jambes. Quand j'ai mis la vidéo sur pause, elle a levé les yeux vers moi. « Est-ce que c'est réel ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai voulu mentir pour atténuer le choc. Mais c'est précisément ce qui nous avait conduit là, des années à arrondir les angles pour Thibaut. « Oui, maman, ai-je dit. C'est réel. » J'ai sorti la brochure, les notes de la banque, les explications d'Angélique en termes simples. Je leur ai dit que nous avions signalé les comptes, que tout nouveau prêt serait remis en question, et que j'avais entamé une procédure pour protéger légalement leurs finances. Maman a mis sa main devant sa bouche. Papa a essuyé ses yeux du revers de la main, comme s'il était gêné d'être vu en train de pleurer. « Je suis désolé, ai-je dit. Et j'avais l'impression de m'excuser pour tout, pour ne pas l'avoir vu plus tôt, pour ne pas leur avoir dit la première fois que Thibaut avait demandé leur code d'accès. Mais je ne vais pas le laisser vous faire cela. Pas maintenant. Plus jamais. Nous avons passé en revue chaque document important de la maison cet après-midi-là, testament, acte de propriété, police d'assurance, ancienne déclaration de revenus. Nous les avons mis dans un tiroir verrouillé et avons changé l'endroit où la clé était gardée. J'ai aidé papa à réinitialiser son mot de passe bancaire en ligne et à configurer l'authentification à 2 facteurs sur leurs 2 téléphones. Il a fallu une heure rien que pour expliquer à maman les nouveaux codes de vérification, mais elle l'a fait, les mains ne tremblant qu'un tout petit peu. Au moment où le soleil commençait à se coucher, la maison semblait moins être une cible et plus une forteresse. Fragile, certes, mais suffisamment solide pour tenir debout. Angélique a appelé le soir même pour confirmer que la requête avait été reçue et qu'elle avait également déposé un rapport initial auprès des autorités. La prochaine étape, a-t-elle dit, est une conversation. Nous avons besoin que vos parents le confrontent en votre présence, et je dois être dans la pièce quand il commencera à s'expliquer. Mon estomac s'est noué à l'idée de m'asseoir en face de Thibaut et de Lorraine avec tout cela sur la table. Mais ce n'était plus une dispute dans un couloir. Cela allait ressembler davantage à un procès, même si cela commençait à notre table de salle à manger. Dites-leur que nous voulons une réunion de famille ce week-end, a dit Angélique. Faites en sorte que cela ressemble à ce qu'ils ont prétendu vouloir, tout le monde se réunissant pour parler de l'avenir. Laissez-les tomber droit dans le piège. J'ai raccroché et j'ai regardé mes parents assis côte à côte sur le canapé, absorbant encore la trahison. « Êtes-vous sûr d'être prêt pour cela ?» ai-je demandé. Papa a hoché la tête lentement. « Ton frère a commencé cela ?» a-t-il dit. Il est temps qu'il en réponde. Et pour la première fois depuis qu'il avait poussé ma valise dans le couloir, j'ai ressenti quelque chose qui n'était pas seulement de la colère ou de la peur. Je me sentais prête. Le samedi après-midi, la maison ressemblait à ce qu'elle était toujours avant les fêtes, sauf que personne ne souriait. Maman était assise dans son fauteuil, un peu plus apprêtée que d'habitude dans un pull doux. Papa était dans le fauteuil à côté d'elle, la mâchoire serrée. Angélique était assise au bout du canapé, un bloc-notes sur les genoux, ses lunettes posées bas sur son nez. Je me tenais près du mur, assez près du couloir pour voir directement la porte de mon ancienne chambre. Quand Thibaut et Léa sont entrés, ils l'ont fait bruyamment comme toujours, parlant en même temps du trafic, du stationnement et de la difficulté qu'ils avaient eu à trouver une place. Puis Thibaut a vu Angélique et son sourire s'est figé. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il demandé. Je croyais que c'était une réunion de famille. Ça l'est, a dit papa d'une voix rugueuse. Voici notre avocate. Assieds-toi. Léa a changé de position, soudainement moins sûre d'elle dans ses bottes de créateur. Nous n'avons rien fait de mal, a-t-elle dit rapidement. Personne n'a dit que vous l'aviez fait, a répondu Angélique calmement. Nous allons simplement parler de certaines inquiétudes que vos parents ont. Elle a tapoté une fois son stylo contre son bloc-notes. Thibaut a ri, mais sans aucun humour. Des inquiétudes comme quoi?
Que nous ayons osé revenir ici pour aider? Que Camille ait enfin déménagé. Ne m'embarque pas dans ton mélodrame, Cam. Tu es parti, tu te souviens. Ses yeux se sont tournés vers moi comme s'il s'attendait à ce que je me ratatine contre le mur. Au lieu de cela, j'ai pris la télécommande et j'ai allumé la télévision. Au lieu d'une série, l'écran s'est rempli de l'image figée de Thibaut à la table basse, une lettre de saisie à la main. Le son était coupé, mais l'image fixe était suffisamment accablante. Le visage de Thibaut s'est vidé de ses couleurs. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il dit à voix basse. « Des images de vidéosurveillance ?» a répondu Angélique comme si elle parlait du temps qu'il fait. « Camille et vos parents ont installé des caméras dans les parties communes pour la sécurité de votre mère. » Elle a regardé maman. « Avec votre consentement, n'est-ce pas, Catherine ?» Maman a hoché la tête lentement. J'ai appuyé sur lecture. Le salon s'est rempli du son de sa propre voix. Avis de saisie. Ils vont réellement le prendre. Nous avons encore des options. Tes parents ont de la valeur nette. Ils ont des économies. Si nous refinançons la maison, si nous prenons une ligne de crédit, nous pouvons nous remettre à jour et repartir de zéro. À l'écran, Léa faisait les 100 pas, parlant de parrainage et d'abonnés. Thibaut parlait d'emprunter, de m'écarter. Puis le passage où il le disait clairement et sans détour, comme une confession, c'est pour cela que j'avais besoin qu'elle parte. Si nous arrivons à faire signer quelques papiers à Catherine, pour contracter un prêt à son nom, personne n'a besoin de le savoir. Dans la réalité de la pièce, la main de Léa a volé vers sa bouche. C'est hors contexte, a-t-elle lâché. Nous étions juste en train de réfléchir. Tout le monde emprunte à sa famille. Ce n'est pas un crime de parler. Angélique a mis la vidéo en pause, l'image capturant Léa en plein roulement de yeux. Le problème, a-t-elle dit d'un ton égal, n'est pas de parler. Le problème, ce sont les tentatives de demande déjà soumises à la banque, les demandes de nouvelles lignes de crédit au nom de Catherine, et le fait que votre frère ait eu accès à leur compte en ligne. Elle a fait glisser une impression sur la table basse, des flèches mettant en évidence les dates et les montants. Thibaut y a jeté un coup d'œil, puis m'a regardé. « Tu as fouillé dans mes affaires ?» a-t-il lancé. « Tu n'en as pas le droit. » « Je suis allé sur les comptes de mes parents, ai-je dit en gardant une voix ferme. Les comptes auxquels tu as demandé l'accès sous prétexte de les aider. La banque a signalé une activité frauduleuse. Je me suis penché légèrement en avant. Et pour information, ces caméras sont dans leur maison, pas la tienne. Tu es entré chez eux et tu as planifié comment utiliser leur nom pour réparer tes erreurs. Papa s'est raclé la gorge, et quand il a parlé, c'était avec un calme qui me faisait plus peur que n'importe quel cri. Comment as-tu pu, a-t-il demandé à Thibaut. C'est ta mère. C'est cette maison pour laquelle nous avons travaillé toute notre vie. La mâchoire de Thibaut s'est crispée. J'allais rembourser, a-t-il répliqué, l'air plus désespéré qu'en colère désormais. Nous coulons, papa. Tu n'as pas idée. J'ai perdu mon travail. L'appartement est parti. Les cartes de crédit sont au plafond. J'essayais de régler ça en jouant avec notre avenir, a répondu maman doucement, la voix tremblante mais claire. La pièce est restée silencieuse un instant. Puis Angélique a fait glisser un autre papier. Une requête de tutelle d'urgence, a-t-elle dit. Vos parents ont demandé à Camille de les aider à protéger leurs finances. Un juge décidera, mais en attendant, la banque a été prévenue et les services de protection des adultes sont au courant de la situation. Thibaut a tourné brusquement la tête vers moi. Tu as fait ça. Sa voix a craqué, aiguë et laide. Tu essaies de prendre le contrôle. De me faire passer pour une sorte de criminel. Tu as fait cela tout seul, ai-je dit. Tu m'as traité de fardeau et tu m'as poussé dehors pour pouvoir agir sans surveillance. Tout ce que j'ai fait, c'est cesser d'être accommodante. Léa s'est levée si vite que la chaise a basculé. C'est de la folie, a-t-elle dit. Les gens empruntent de l'argent à leurs parents tout le temps. Si quelqu'un apprend cela, ma marque est ruinée. Angélique l'a regardé. Si cela continue, a-t-elle dit, votre marque sera le cadet de vos soucis. L'exploitation financière d'un adulte vulnérable est un crime. L'intention compte. La récurrence compte. Et nous avons les deux. Comme par hasard, on a frappé à la porte. Les yeux de papa se sont tournés vers moi et j'ai hoché la tête.
Il s'est levé et a ouvert à 2 officiers en uniforme et un inspecteur en civil. « Bonjour », a dit l'un d'eux. « Nous sommes ici pour faire suite à un signalement concernant une possible maltraitance financière. » Thibault a explosé. « C'est une plaisanterie. » Il s'est tourné vers moi comme s'il allait se jeter sur moi, mais l'un des officiers a fait un pas en avant, la main tendue, ferme mais pas agressif. « Monsieur, nous voulons simplement poser quelques questions. Cela peut se passer ici ou au poste, mais cela se passera. » L'inspecteur s'est assis sur le bord de la table basse et a commencé à interroger Thibault sur son accès au compte, sur les demandes de prêt, sur la saisie immobilière, sur les sites de jeux d'argent liés au réseau domestique. Chaque mensonge qu'il essayait de dire se heurtait à une impression, une capture d'écran, quelques secondes de vidéo supplémentaires. Léa n'arrêtait pas d'insister sur le fait qu'elle ne connaissait pas les détails, qu'elle n'avait signé que ce qu'il lui avait dit être sans danger. L'inspecteur a noté cela aussi. Après ce qui a semblé être une heure compressée en 20 minutes, l'un des officiers s'est levé. « Monsieur, d'après ce que nous avons jusqu'à présent, nous allons devoir vous demander de nous suivre, » a-t-il dit. Thibault semblait assommé. « Vous m'arrêtez parce que j'ai essayé d'aider ma famille. Nous vous détenons pour interrogatoire concernant une suspicion d'exploitation financière, » a répondu l'officier. « Vous aurez la possibilité de contacter un avocat. » Léa s'est mise à pleurer, de vraies larmes cette fois, pas le genre mis en scène pour ses abonnés. Thibault m'a regardé une dernière fois pendant qu'il lui mettait les menottes, les yeux pleins d'accusations et d'autres choses, quelque chose comme de la trahison. « C'est toi qui as fait ça ?» a-t-il chuchoté. « Souviens-toi de ça. » J'ai soutenu son regard. « Non, ai-je dit doucement. C'est toi qui as fait ça quand tu as décidé que maman était une solution au lieu d'être une personne. » Alors qu'il l'emmenait, la porte d'entrée se refermant avec un clic sourd qui semblait plus fort que n'importe quel claquement, Léa est restée pétrifiée sur le canapé jusqu'à ce que l'inspecteur lui remette une carte et lui dise que quelqu'un la contacterait. Quand elle est enfin partie, ses talons claquant sur l'allée, la maison a semblé expirer. Maman tremblait, des larmes sur les joues, mais il y avait dans ses yeux une fermeté que je n'avais pas vue depuis des mois. Papa a posé sa main sur mon épaule. « Je suis vraiment désolé que tu aies dû être celle qui l'arrête, » a-t-il dit. « Tu n'aurais pas dû avoir apporté cela. » J'ai dégluti avec difficulté. « Je suis juste contente que nous l'ayons arrêté à temps. » Angélique a rassemblé ses papiers et m'a regardé. « Ce n'est pas fini, » a-t-elle dit. « Il y aura des audiences, peut-être un procès, mais vous avez fait le plus dur. Vous avez tracé une limite. » Cette nuit-là, je suis retourné dans mon ancienne chambre au bout du couloir. Thibault et Léa avaient déjà commencé à se l'approprier par petites touches, une nouvelle parure de lit à moitié étalée, des cartons de leurs affaires empilés contre le mur. J'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à ranger leurs affaires dans les cartons, un objet à la fois, non par méchanceté, mais pour libérer l'espace. Quand je me suis enfin assise sur le bord du lit, au même endroit où j'étais assise le jour où il m'avait traité de fardeau, la maison semblait différente. J'étais encore épuisé, encore effrayé par la suite des événements, mais sous tout cela se cachait un sentiment calme et solide. Pour la première fois depuis longtemps, cette chambre, cette maison, cette famille n'était pas quelque chose que mon frère pouvait réorganiser à sa guise. Et cela, plus encore que de le voir partir menotter, était le début d'une justice réelle. 5 mois plus tard, la maison semblait plus légère d'une manière que je ne savais pas possible pour un bâtiment. Le processus judiciaire était lent et compliqué, mais chaque étape allait dans la même direction. Angélique me tenait au courant, envoyant des mises à jour au fur et à mesure que l'enquête révélait bien plus que nos simples enregistrements et relevés bancaires. Ils ont fouillé dans les comptes de Thibault, ses courriels, son historique de navigation, et même les coordonnées de son ancien travail. Il s'est avéré que ce qu'il avait tenté de faire à nos parents n'était pas un geste de panique isolé. Il y avait des collègues à qui il avait emprunté de l'argent et qu'il n'avait jamais remboursé, des clients âgés qu'il avait orientés vers de fausses opportunités et des petites combines qui n'avaient jamais atteint le niveau d'un gros titre de journal. Mais qui formaient un schéma qu'un procureur ne pouvait ignorer. Quand Thibault a finalement comparu devant le tribunal, il n'y a pas eu de grande scène dramatique, juste un homme dans un costume qui ne lui allait plus, fixant une pile de preuves qu'il ne pouvait pas nier par ses paroles. Son avocat lui a conseillé d'accepter un accord de plaider coupable plutôt que de risquer un procès complet et une peine encore plus longue. Il a reconnu les faits de fraude financière et d'exploitation d'un adulte vulnérable. Le juge l'a condamné à 10 ans de prison. Je n'ai pas applaudi. Je suis juste resté assise là,
à côté de mes parents, tenant la main de maman, ressentant un étrange mélange de chagrin et de soulagement amer. C'était mon frère, mais c'était aussi la personne qui avait regardé notre mère et y avait vu une solution à sa dette, et non un être humain. Le sort de Léa a été différent. Elle n'a pas été inculpée des mêmes crimes, mais l'enquête sur leurs finances a mené à des créanciers qu'elle fuyait depuis des années. Elle a officiellement perdu son appartement lyonnais lors d'une saisie immobilière, puis sa voiture, puis ses contrats de contenu sponsorisés lorsque les marques ont décidé qu'elles ne voulaient pas voir leurs noms associés de près ou de loin à un scandale de maltraitance de personnes âgées. La dernière fois que je l'ai vue en personne, elle était derrière le comptoir d'un petit café à l'autre bout de la ville, les cheveux attachés, portant un tablier, demandant à un client s'il voulait de la crème. Elle m'a vu pendant une demi-seconde, puis a détourné le regard. Je ne me suis pas sentie triomphante. Je me suis juste sentie libérée. Quelques semaines après le verdict, un podcast a pris contact avec moi, une émission qui se concentre sur les abus financiers au sein des familles. L'animateur m'a demandé si j'accepterais de partager notre histoire de manière anonyme, avec des noms modifiés et des voix altérées. J'ai dit oui, non pas parce que je voulais plus de drame, mais parce que je ne cessais de penser à quel point nous étions passés près de tout perdre et au nombre de familles qui ne voient jamais venir le danger. Assise devant un microphone, je leur ai parlé des caméras, des alertes bancaires, du moment dans le couloir où ma valise a touché le sol et où mon frère m'a traité de fardeau. Je leur ai dit à quel point il est facile de confondre le maintien de la paix avec le fait de garder le silence, comment des gens comme Thibaut comptent sur le fait que nous ne voulons pas créer de situations gênantes. L'épisode a été mis en ligne et les messages ont commencé à arriver, des gens me racontant leur propre version de la même histoire, avec des détails différents, mais le même sentiment d'avoir été utilisé par les personnes qui étaient censées les protéger. À la maison, la vie a lentement retrouvé un nouveau rythme. La thérapie de maman a commencé à porter ses fruits. Elle pouvait aller du fauteuil à la véranda avec seulement une canne à la fin de l'été. Papa a réduit ses heures de travail parce qu'il n'avait plus à courir après l'argent qui disparaissait sans cesse à cause des mauvaises décisions de quelqu'un d'autre. Un dimanche, nous avons préparé des sandwichs et sommes allés au parc pour notre premier vrai pique-nique depuis l'accident. Maman a insisté pour marcher jusqu'au banc elle-même. Alors que nous regardions les enfants courir et les chiens tirer sur leur laisse, papa s'est tourné vers moi. « Tu sais, a-t-il dit, si tu étais restée silencieuse, nous aurions tout perdu et nous aurions appelé cela de la malchance. Au lieu de cela, nous avons perdu un fils que nous pensions connaître et nous avons découvert qui tu es réellement. » Je n'ai pas su quoi répondre à cela, alors j'ai simplement serré sa main. Les gens aiment parler du pardon comme si c'était la seule fin respectable. Mais la vérité est que, parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de tracer une limite et de refuser de laisser quelqu'un la franchir à nouveau. Je ne serai plus jamais la personne accommodante dans son coin, celle qui ravale sa peine pour que les autres puissent rester confortables. S'il y a une chose que je veux que quiconque écoute mon histoire retienne, c'est ceci, n'attendez pas que quelqu'un vous traite de fardeau pour commencer à vous protéger et à protéger les gens qui dépendent de vous. La confiance est un cadeau, pas un chèque en blanc. Et au moment où quelqu'un essaie de l'encaisser à vos dépens, vous avez le droit de dire non.